Voilà exactement ce que je cherchais. J'étais en train d'éplucher les petites annonces du Joliet Journal. Et la dite petite annonce disait « Superbe moto Kawasaki 250cc, comme neuve, bas kilométrage, 1000 $. » Et de me rendre chez le vendeur. « Wow, en effet, elle est superbe, de couleur gold, avec une de ses gueules. » Et de m'élancer tel un chevalier des temps modernes sur la route 131 direction Saint-Félix. 10 ans qu'elle m'aura trimballé, notamment pour le travail, de 72 à 82. Je l'appelais tendrement mon phénix d'or. C'était un 3 cylindres, ce qui lui conférait une grande puissance pour les départs. Sa faiblesse, passé 80 km/h, quelque peu poussive elle devenait. Et ce n'est qu'en 76, suite à un divorce assez pénible, que le destin me catapulta sur mon premier paradis terrestre, à Sainte-Mélanie. Paradis qui, comme je l'ai déjà dit, se déploya dans la dimension très dionysiaque, sexe, drogue et rock'n'roll. Une dizaine de kilomètres pour le travail, des clopinettes quoi. Et je me rappelle, à chaque année, j'attendais toujours la fin du mois de mai pour faire ma grande sortie en moto, la plupart du temps autour du 24. Toutefois, avec un critère de référence, la température devait excéder 10 degrés, sinon, brrrr. Tôt le matin, vers 8h15, j'enfourchais ma belle petite bête dorée. Je dévalais ma côte et de là, je devais traverser le pont Bailey à une seule voie, puis enfiler plein de sinuosités molles qui menaient à la grande côte du domaine. Arrêt obligatoire à la jonction de la 131, puis départ en trombe par la droite sur tout au plus 2 km pour aboutir à la polyvalente sous le regard amusé des élèves qui arrivaient en bus. Au final, un trajet d'une dizaine de minutes avec mon sac d'école en bandoulière. C'était toute une époque, d'une richesse prodigieuse, portée qu'elle était par nos rêves et nos espoirs les plus fous. Arrêt au petit salon des profs, petit café en passant, courte jasette oblige, puis direction mon bureau situé à l'étage. Bureau que je partageais une trentaine d'années, commodément situé tout près de ma classe. En bon routinier que je suis, j'en profitais pour aller inscrire au tableau le plan du cours qui serait donné. Et il arrivait qu'on se retrouve un petit groupe de professeurs au gymnase de l'école une fois les cours terminés. Question de se tenir en forme. C'était l'heure du badminton 2 ou 3 fois semaine. Ayant eu vent de la chose, quelques-unes de nos consoeurs s'étaient gracieusement jointes à nous, amenant avec elles une touche d'élégante féminité. Mais, il faut bien le dire, déconcertées quelque peu furent-elles par l'intensité du jeu, pour ne pas dire la férocité des échanges, ce qui, fatalement, les poussa peu à peu vers la sortie. Et nous, pour ne pas être en reste, de leur exprimer notre sentiment de tristesse face à cet abandon si hâtif, qui allait nous priver de leur présence si, comment dire, chaleureuse. Mais attention ici, il faut bien mettre les points sur les i. Nous n'étions pas atterrés au point de sombrer dans une dépression profonde, voire insurmontable, non, mais affligés quand même étions-nous, une certaine amertume maussade, qu'on finira par oublier grâce à nos ressources en courage indomptables qui nous feront surmonter tous ces vulgaires aléas aux effluves d'impondérables morosités chagrines. Et avec le recul, on savait fort bien que tout ce cinéma camouflait sans doute quelque chose d'inavouable. Car une fois la porte du gymnase bien refermée, et laissant suffisamment de temps à nos valeureuses compagnes de s'éloigner, nos regards instinctivement se croisèrent et fusa alors toute une pétarade de « Hurrah ! Youpi !» et de « Yes !» Ma foi, tout ce qu'il y a de plus explicite. Mais voilà-t-il pas qu'un beau jour, notre directeur en chef, personnage au demeurant qui provoquait toujours en moi une hostilité viscérale,
et une aversion rampante, lui avec son caractère cassant, son air de bœuf, son autoritarisme fascisant. Or donc, voilà-t-il pas qu'il nous fait la surprise de se pointer au gymnase pour, soi-disant, un petit match amical. Le badminton, ça n'a l'air de rien, mais c'est un sport très exigeant physiquement. On jouait donc par équipe de 2, mais alors pas de question pour moi de faire équipe avec ce Tartuffe pathétique et sournois. Je voulais, que dis-je, j'exigeais, ne serait-ce que par respect pour moi-même, être son adversaire. Je sentais monter en moi comme une espèce d'appel aux armes face à l'imminence de la bataille qui allait se jouer, ce qui ne m'avait pas empêché de le surnommer avec une certaine tendresse, in petto bien sûr, Reichsführer von Claude Wader, sans doute en référence à tous ces petits capots, genre Gestapo, qui gravitaient autour de lui, déguisés qu'ils étaient en petits rapporteurs officiels, ne pouvant m'inspirer que le mépris le plus bas. Je l'ai donc face à moi, autant dire droit dans mon collimateur. Et tel un fauve à l'affût, je scrute la moindre ouverture qui allait fatalement se présenter. Comme je dispose d'une très bonne capacité d'anticipation, me permettant de voir venir, ce ne fut pas long que le volant se présenta à moi comme un fruit mûr, et j'en profite illico pour catapulter le dit volant loin dans l'arrière-fond, là où je sais que von Claude Wader ne pourra au mieux que le retourner dans ma ligne de tir que j'occupe tout près du filet. Et voilà, tel que prévu, un beau lobe qui amorce sa trajectoire de descente vers moi, et moi, appréhendant la suite, de jubiler intérieurement. Ça va être ta fête, mon beau petit Wader, et de m'élancer de toutes mes forces pour le smash dévastateur. Et je vois le volant qui, tel un missile téléguidé, lui fonce droit en pleine gueule. Yes! Joie, exaltation, ivresse jubilatoire. Seul un petit sourire narquois transparaît, ou à peine, mais j'espère bien que ça ne lui échappe pas. Mais lui, impossible de reprendre le jeu, il a bien encaissé le coup, me dis-je sotto voce. Il est très gratifiant de pouvoir pilonner son ennemi d'une façon tout à fait légale, en toute impunité, quoi. Maintenant, le deuxième acte, reprise à l'identique du premier acte, sauf que la cible sera différente. Ah, il encaisse bien, ce salaud-là. Et je ne peux que remarquer comme son jeu lui ressemble. Raideur de mouvement, flagrant manque de souplesse, regard d'acier avec de ses yeux bleus faïence, tout délavé. Et moi, oui, moi, guettant patiemment mon heure, à l'affût de l'occasion rêvée. Et là, oui, ça va y être, tout se met en place. Mon sens de l'anticipation m'avertit. Prépare-toi, il va lober en défense. Et je vois le volant entamer sa trajectoire selon un angle parfait pour le smash foudroyant. Et je bondis tel un guépard impitoyable, les vlancs dans les dents. Une joie secrète envahit mon cœur tout en restant parfaitement imperturbable, quoique je lui concède un petit sourire, compatissant, mais avec dans mes yeux des éclairs dignes d'un Zeus conquérant. Maintenant, le troisième acte, le nec plus ultra de raffinement. Voilà le moment de sortir ma botte secrète, mon imparable coup de jarnac. Je le vois sautillant un peu partout comme une poule pas de tête en chasse du volant si élusif, et fatalement, il en vient toujours par être contraint à un lobe défensif. C'est exactement ce que j'attendais, et moi, de bien armer ma catapulte, j'amorce le mouvement du smash fulgurant, et du coin de l'œil, je le vois instinctivement battre en retraite prudemment. Ah, mon plan fonctionne à merveille, et imperceptiblement je mets en place la feinte fatale où mon élan arrière se métamorphose en un amorti d'une élégance époustouflante, et je me régale de voir le volant s'élever tout en douceur, et aller choir à ses pieds telle une petite fleur qu'on offre à son pire ennemi. Seul son orgueil lui conseilla de se représenter une autre fois pour ce genre de match, soi-disant amical. Puis il disparut sans laisser de traces. Petit topo ici sur mes compagnons de jeu. D'abord, le grand Alain, professeur au département d'électricité, avec sa grosse moustache à la Dundee 1900.
Il avait la souplesse du jaguar, alliée à l'élégance du parfait gentleman en toutes circonstances. Mais David, il plaisait bien aux femmes. Puis un beau jour, il nous quitta pour Kigali, au Rwanda, réalisant ainsi son rêve d'aller œuvrer dans l'humanitaire. M'écrivait qu'il aimerait bien avoir un peu de lecture. Je lui avais expédié quelques romans, je connaissais ses goûts. Joseph Kessel. Seulement voilà, lors des tragiques événements génocidaires, il fut rapatrié avec sa jeune épouse, une Rwandaise. Je ne le revis qu'à ses funérailles, terrassé qu'il fut par une crise cardiaque début soixantaine. Puis il y eut Jean-Marc. Que dire de mon bon ami Jean-Marc, sinon qu'il fut mon compagnon de travail pendant 30 ans, partageant le même bureau et partageant aussi nos loisirs. Il m'initia à la bière, ma première à 32 ans. C'était un homme de taille moyenne, doté d'une grosse voix intimidante, et en tant que gadouri, gratifié d'une force remarquable. Cependant, sa vie matrimoniale n'était pas de tout repos. Ainsi, il lui arrivait parfois de se présenter au travail, et au lieu de l'habituel « Bonjour, comment ça va ?» on avait droit à cet élan du cœur. « Ah là, je suis écœuré en tabarnak !» nous signifiant ainsi qu'il serait peut-être imprudent de notre part de lui adresser quelque taquinerie que ce soit. Il ne fallait surtout pas que Mme Malou y aille de son habituel « Tiens, King Kong arrive !» because l'homme fort et sa banane. Jean-Marc arrivait toujours avec une banane. Or donc, petit coup d'œil circonspect entre confrères, et d'un commun accord tacite, une sagesse des plus élémentaires s'impose ici. Étrangement, je me sentais particulièrement concerné par cet anathème. Allez donc savoir pourquoi. Et c'était bien connu, il avait un tempérament plutôt bouillant. Je me rappelle tellement, dans un élan de colère terrible, il avait asséné un de ses coups de poing à assommer un bœuf directement sur un tiroir du glaceur métallique du bureau. Le haut du tiroir s'était enfoncé de quelques millimètres. On devine ses jointures ensanglantées. Ah, je le revois encore, l'un de nos matchs homériques de badminton, où par pure frustration, s'approcher d'un des poteaux métalliques soutenant le filet, fixer intensément sa raquette toute neuve, cadeau de sa femme, et brusquement la fracasser sur le poteau, la décapitant sur le cou. Aïe, 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 triste symbolique, me dis-je alors. Ou cette autre fois, lors de nos matchs de ping-pong endiablés, ou en proie à une irrépressible montée de colère, il s'empara de la petite balle, la regarda fixement dans le creux de sa main, puis, subitement, l'écraboutit complètement, provoquant ainsi une fin plutôt abrupte de la partie. Mais là où il excellait, vraiment redoutable, c'était au jeu de fléchettes, où, s'il était en pleine forme, il pouvait enfiler 3 bullseyes de suite, nous laissant tous pantois, nous, le petit groupe du vendredi soir, le grand Alain, le dandy à moustache, les Robert et Réjeanne, à l'hôtel d'en haut. Pour le golf, c'était un peu plus délicat, je veux dire, pour un tempérament sanguin. Ainsi, cette scène de comédie burlesque qui se mit en place tout à fait spontanément. Il venait de rater complètement son élan sur sa balle, et ce juste devant un lac d'une assez bonne dimension. Je le vois encore se pencher et s'emparer de sa balle, à pleine main, puis la lancer de toutes ses forces. Mais ce fut insuffisant, et sa balle disparut dans les eaux du dit lac à peine 1 mètre du bord. Exaspéré, aussi compléta-t-il la scène par le lancer du bâton, qui disparut englouti en plein centre du lac. Sport dispendieux pour les sanguins. Et il y eut toutes ces innombrables parties de billard, de racquetball, de balades en ski de fond et de raquettes à neige. Ah, notre célébrissime expédition lors d'une journée plein air à la polyvalente. On devait tous les deux diriger un groupe d'élèves pour une randonnée en raquettes qui devait nous mener jusqu'à la montagne coupée par monts et par vaux, une dizaine de kilomètres. Beau souvenir, et je me rappelle, Jean-Marc avec son outre pleine de vin blanc. Aïe, aïe, aïe.
Notre bureau faisait environ 40 mètres carrés aussi. L'avait-on aménagé avec un éclairage du genre tamisé. Lampe de bureau très discrète, ambiance feutrée. Les horribles néons étaient bannis. On l'appelait tendrement la taverne. On y pratiquait bien sûr quelques petites taquineries. Ah, le fameux cendrier bleu. On avait trouvé au fin fond d'une armoire un vieux cendrier de métal qui faisait bien 15 cm sur 15 cm. C'était une espèce d'épaisse plaque de métal sur laquelle avait été soudé un cercle de métal. Le tout devait bien peser un bon kilo. On avait pris l'habitude pendant les cours de placer le dit cendrier en équilibre instable sur la poignée de porte donnant accès à la classe. Ainsi, j'avais piégé Jean-Marc à son insu, et je le vois laisser ses élèves pour venir quérir quelques documents dans le bureau, et patatrac! Tout un vacarme s'ensuivit, au grand plaisir des élèves, qui se marraient un bon coup. Autre petite fantaisie. Je m'amusais à verrouiller sa porte de classe pendant son cours. Jean-Marc avait une démarche rapide, et fatalement, lorsqu'il arrivait à la porte, toujours pour venir quérir quelques documents dans son bureau, il butait solide dans la porte, laissant bien sûr sonner un solide tabarnak, ce qui amusait fort bien ses élèves. Ha! Souvenir, souvenir. Puis, il y avait bien sûr Jules, plus très jeune déjà, il fêtait ses 50 ans en 77, et se plaisait à nous raconter comment il était devenu handicapé à vie lors d'un exercice sur cheval d'arçon au collège, paralysie partielle du bras droit et raideur permanente de la jambe droite. C'était mon coéquipier attitré au badminton. Ah, mais attention ici, j'allais oublier cet épisode absolument savoureux et hilarant, digne des plus grandes comédies burlesques, bien sûr avec le recul qui s'impose. Après une soirée de poule bien arrosée à l'hôtel Prud'homme, Jean-Marc et moi, titillés par un petit creux, décidons d'aller manger une croûte au resto-bar L'Arcade, propriété d'un certain Jean-Luc alias La Flûte, grand copain de Jean-Marc. Et vu l'heure avancée, on nous sert un petit repas frugal. Il était déjà 23 heures. Parle, jase, un peu de bière, beaucoup de vin. Merde, il est 2 heures du matin. On quitte. Mais c'est l'hiver, il fait froid, et le stationnement est gelé, très glissant. J'arrive héroïquement, vu les circonstances, à ma rutilante Pontiac blanche. Je m'installe au volant, m'étire le bras pour déverrouiller la portière de Jean-Marc, qui s'apprête à entrer dans la voiture pendant que je m'affaire à la démarrer. Et je perçois un drôle de bruit, un genre de glissement, ou de froissement. Je regarde sur ma droite. Jean-Marc est disparu. Oui, envolé. Jean-Marc, t'es où? Et lentement, je vois un bras émerger comme sortant du néant et qui cherche à s'agripper au siège du passager. Puis une tête méconnaissable, la casquette toute travers, les lunettes tout croche, avec un des deux verres tout étoilé et le nez merde tout en sang. Et lui de me dire très placidement: « Je pense que j'ai glissé en dessous du fort. Je peux te dire qu'on est près une tabarnak de débarque. » Et de peine et de misère, réussit à se hisser sur son siège, et là, je l'entends me marmonner: « Sacrement, j'ai perdu mon esti de dentier. » Et je nous vois encore tous les deux à 4 pattes tâtonnant dans le noir en quête de la si précieuse prothèse. Aïe, aïe, aïe. Et aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques. Oh, que le temps est gris, avec 6 degrés. Tiens, ma belle Gapi a disparu. Ah, je l'entends, en train de gratter sa litière. Et ma belle Charlotte, elle relève très péniblement d'une terrible chute où elle a subi une double fracture du bras gauche. Il y a déjà 2 semaines, intense souffrance. Elle commence à peine à prendre un peu de mieux. Et Michel, pas vu depuis 3 semaines, because des circonstances, est peut-être bien en vidéoconférence avec notre chère Lucie de Paris, notre première fan et toujours fidèle. Enfin bref, encore une fois, je vous laisse avec ce petit bijou de Céline. Non pas la Dion, surtout pas,
Et c'est tiré de Guignols-Born au tout début. Et ça va comme suit. Je voyais plus haut maintenant que les nuages. Là encore, c'était du spécial. Là, en plein ciel, en plein azur. La vision féerique. Une main coupée, je voyais. Une main bien pâle, sur des flocons. Des coussins de nuages à reflets d'or. Et qui saignaient au goutte à goutte. Une main pâle, blanche, et tout autour des nuées d'oiseaux, tout rouges, voltant jaillis de ses plaies mêmes. Les doigts tout scintillants d'étoiles, semés aux marges de l'espace, en longs voiles tendres, clairs et de grâce, berçant les mondes, et vous effleurent, et vos beaux yeux, câlinement, tout vous emporte, tout vogue aux rêves, tout abandonne aux fêtes du palais des nuits.